parlait du mal, parlait de Machiavel, qui disait que la politique devait s'appuyer sur le principe de l'inévitabilité du mal et le fait qu'en équilibrant le mal avec le mal, on obtenait le bien politique, le bien commun. Eh bien, Berdyaev a noté la chose suivante. La seule preuve de l'existence de Dieu, c'est l'existence du mal. Si le monde était bien, le monde serait Dieu. Et je pense que ça, c'est une trouvaille très intéressante dans l'œuvre de Berdyaev. C'est en quelque sorte une prophétie d'un autre illustre concitoyen. Et aujourd'hui, on va continuer de discuter de notre monde moderne et de la démocratie post-moderne qui est remplie de défis que nous devons identifier. Et je vais passer la parole à notre collègue Maxence Écart. Vous avez la parole, monsieur Maxence Écart. Le micro est ici. Ça marche. Donc, je voudrais tout d'abord remercier monsieur Vaslavski et tous les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à vous adresser la parole sur cette importante question des valeurs de la France et de la Russie. Alors, quelques mots pour me présenter. Je suis l'auteur d'un livre intitulé « Les fondements philosophiques de la démocratie moderne » que monsieur le professeur Pierre Magnard, ici présent, a bien voulu préfacer, et qui est à sa 3e édition qui vient de sortir et qui a un certain succès. Et c'est à ce titre que je suis parmi vous aujourd'hui, car j'y analyse la cohérence et les valeurs de la démocratie moderne à la lumière de l'histoire de la philosophie. Alors, la France et la Russie ont-elles les mêmes valeurs? Telle est la question. Les relations de la France et de la Russie sont anciennes et jugées amicales. Sans remonter à Anne de Kiev, qui épousa le roi de France Henri Ier en 1051, rappelons que l'on fait généralement remonter l'amitié franco-russe à la visite de Pierre le Grand à Versailles en 1717, durant laquelle l'empereur de toutes les Russies, un géant de 2 mètres, prit dans ses bras la France, incarnée par Louis XV, un charmant enfant de 7 ans. Il y eut pourtant des hauts et des bas. De même que Pierre le Grand avait évité la France en 1696, lors de son premier voyage en Europe, car Louis XIV s'était associé à la Sublime Porte pour prendre les Habsbourg à revers. De même, la France s'associa à l'Empire ottoman et à l'Angleterre pour contenir l'Empire russe durant la guerre de Crimée, 1853-1856. Quelques décennies plus tard, l'Alliance franco-russe, accord de coopération militaire en cas d'attaque d'un pays de la Triple Alliance, qui regroupait l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie et le Royaume d'Italie, durera entre 1892 et 1917, soit 25 ans. Ces quelques rappels historiques montrent que les relations entre la France et la Russie ont fluctué, les deux pays s'unissant ou s'opposant au mieux de leurs intérêts, notamment dans les relations avec les autres pays européens ou avec l'Empire ottoman. Les choses n'ont apparemment guère changé aujourd'hui. Les événements récents montrent que la France et la Russie peuvent afficher une entente cordiale ou bien un profond désaccord en fonction de leurs intérêts au Moyen-Orient ou dans les relations avec le reste du monde, notamment les États-Unis. Je parle d'intérêt quand je devrais dire valeur. Ce sont bien les valeurs qu'invoquent en effet les dirigeants européens ou américains pour justifier les sanctions de toute nature qu'ils imposent à la Russie en raison de désaccords sur l'Ukraine ou la Syrie. On invoque la légalité, le droit national et international, les droits de l'homme, en un mot, la démocratie. Je cite, « Le respect des droits de l'homme et du droit international n'est pas négociable. Le destin de l'Europe se joue en Ukraine. Si nous l'abandonnons par fatigue ou lâcheté, nous aurons renoncé aux idéaux de l'Europe. » S'écriait donc le 6 juillet dernier dans Le Monde Nicolas Tenzer, qui est un haut fonctionnaire français et membre de l'Institut américain Aspen.
À l'inverse, certains observateurs jugent que le président Poutine, par son action en Syrie, est le véritable défenseur des valeurs de liberté, de paix et de démocratie face à l'islamo-fascisme de Daesh. Enfin, quand Poutine déclare à la Douma le 5 octobre dernier vouloir accomplir, je cite, le droit suprême historique de la Russie à être un pays fort, à quelle échelle de valeur se réclame-t-il? Pour nous y retrouver dans cette apparente confusion, il me semble nécessaire d'approfondir la notion de valeur. Analyser les concepts, voilà le rôle des philosophes. Permettez-moi donc quelques rappels sur cette notion. Comme vous le savez, valeur a d'abord été un concept économique qui avait été développé par les Lumières au XVIIIe siècle. Les physiocrates, Adam Smith, David Ricardo, distinguent la valeur d'usage de la valeur d'échange, ce qui est dire qu'une chose n'a pas une valeur unique, absolue. Plusieurs philosophes allemands du XIXe siècle, pétris de kantisme, parlent de jugement de valeur. Le plus célèbre d'entre eux est Nietzsche, qui le premier analyse la valeur de la morale. L'apport de Nietzsche à ce concept est fondamental sous plusieurs aspects. Tout d'abord, il envisage les valeurs groupées en systèmes cohérents et dotés d'une logique spécifique. Ces systèmes sont plusieurs et contradictoires, ils sont l'apanage de classes sociales. Si Nietzsche distingue les valeurs supérieures qui sont prônées telles par les philosophies et les religions des valeurs inférieures qui sont essentiellement des valeurs de conservation, il n'en résulte pas moins que ces hiérarchies de valeurs ne sont pas immuables parce que l'ordre social et la volonté de puissance des individus ne l'est pas. Les valeurs et les changements de valeurs sont en proportion avec l'augmentation de puissance de celui qui fixe les valeurs, nous dit Nietzsche. Notons une fois encore que pour Nietzsche, la valeur n'a rien à voir avec le vrai. Elle n'est même pas nécessairement morale, même si, et Nietzsche le déplore, le trait commun dans l'histoire de la morale depuis Socrate, c'est la tentative faite pour amener les valeurs morales à la domination sur toutes les autres valeurs. De là, les philosophies du XXe siècle, au premier rang desquelles Raymond Aron, vont utiliser ce concept de valeur pour décrire les idéologies. L'idéologie, d'après Aron, est un système global d'interprétation du monde historico-politique. Aron assimilait ces systèmes globaux d'interprétation avec les mises en forme d'une attitude historique ou d'une hiérarchie de valeurs. Il est aujourd'hui incontestable que la démocratie est un système global d'interprétation. Elle constitue bel et bien une hiérarchie des valeurs au nom de laquelle l'Occident a porté la guerre en Irak, en Libye hier et en Syrie aujourd'hui. Quelle est donc cette hiérarchie des valeurs de la démocratie? Quels sont les pays qui y sont véritablement attachés? C'est ce qu'il nous faut étudier maintenant. J'ai analysé dans mon livre la genèse de la démocratie moderne au travers des grands textes de ses pères fondateurs, Hobbes, Rousseau, Kant, Hegel, en passant par Giordano Bruno et par Descartes. Il ne m'est possible aujourd'hui que de vous donner une très courte synthèse. Il est aisé de relever les contradictions multiples et apparentes du système démocratique moderne. La plus énorme est de proclamer que le peuple gouverne, alors que tous les philosophes reconnaissent qu'il est incapable de le faire. Pourtant, la démocratie est en réalité, selon moi, très fine et très cohérente. Elle prône sans doute les valeurs éminentes de liberté et d'égalité. Mais il faut se poser la question, pourquoi faut-il laisser les hommes libres? Pourquoi les rendre égaux? La réponse à cette question radicale n'est pas d'ordre politique, mais d'ordre métaphysique. Pourquoi des hommes libres et égaux? Kant et Hegel nous répondent. Tout simplement parce que le progrès de l'espèce en dépend. Le futur de l'humanité dépend de son évolution libre dans l'histoire. Comme l'a prouvé Darwin, l'homme n'est qu'une espèce apparue par hasard et qui a mieux évolué que les autres. Cette évolution se poursuit tous les jours et devient sociale. Le droit, qui est la condition de la paix, c'est-à-dire la démocratie, est la condition de cette libre évolution de l'espèce humaine.
On le voit. La démocratie est ainsi intimement liée à cette métaphysique du devenir, à cette philosophie de l'évolution. On a reconnu la philosophie d'Épicure et de Lucrèce, qui fut redécouverte en Europe au XVe siècle. Veuillez les noter. Veuillez les noter. Je vais accélérer. Alors, Épicure modéra les libertins et les Lumières du XVIIIe siècle. Cette philosophie juge que le monde s'explique par lui-même et évolue. Elle récuse la finalité, la vieille téléologie selon le mot de Engels. Elle nie la stabilité des essences et l'ordre du monde parce qu'elle rejette en définitive l'existence de celui qu'Aristote a nommé le premier moteur, qui n'est autre que le Dieu de la Bible. Les régimes politiques traditionnels étaient censés refléter l'ordre du monde reçu de ce Dieu. L'ordre d'un monde sans Dieu et en perpétuelle évolution doit être trouvé en lui-même. La liberté se réalise désormais dans l'espèce et la société est la condition du progrès. La démocratie constitue ainsi le seul ordre véritable d'un monde nouveau. Alors, l'état de droit, la démocratie, pour garantir le progrès, doit préserver les conditions de l'évolution harmonieuse et pacifique de l'espèce humaine et le mélange de forces de plus en plus antagonistes. C'est pourquoi la démocratie doit être chaque jour plus forte, plus armée, plus policière. Et le monde doit être plus unifié. On le voit, cette métaphysique du devenir est la clé de l'idéologie mondialiste et la clé du totalitarisme démocratique auquel nous assistons. Alors nous sommes bien loin, me direz-vous, de la confrontation des valeurs françaises, des valeurs européennes et des valeurs russes. Nous sommes au contraire au cœur de cette problématique. Car en effet, quelles sont aujourd'hui les valeurs de la France? Nos politiques le ressassent à satiété. Ce sont les valeurs de la République, c'est-à-dire les valeurs de la démocratie. L'évolution législative depuis 2 siècles, et plus particulièrement depuis la révolution culturelle de 1968, vise à effacer toutes les traces de la loi naturelle dans notre législation. Et l'épisode de la manifestation pour tous, qui visait à interdire le mariage entre personnes d'un même sexe, est très caractéristique. C'est bien au nom de la démocratie qu'on voudrait autoriser ce type d'union. Quant à la nation, elle n'est désormais qu'un pur vouloir vivre collectif, loin de toute considération ethnique, géographique ou religieuse. Elle n'est plus qu'un contrat social marqué par l'adhésion à une constitution. Ainsi, la France que représente le président Hollande est-elle bien différente du royaume capétien qui avait accueilli Anne de Kiev en 1051? Ses valeurs sont celles des Lumières et non plus rien de celles de l'Ancien Régime. Elles sont universelles non seulement parce que les Lumières se sont répandues dans le monde entier, mais surtout parce qu'elles rejettent toute détermination géographique, linguistique, ethnique ou culturelle. Et c'est pourquoi ces valeurs sont strictement identiques aux valeurs européennes. Dans la perspective démocratique, l'Europe n'est qu'un vouloir vivre collectif plus large, mais de même nature que celui des nations. L'Europe n'est qu'une étape récente du progrès social vers l'unification totale de l'espèce humaine. À l'instar des États-Unis d'Amérique et à leur suite, l'Europe porte désormais les valeurs des Lumières et de la démocratie de par le monde. C'est ce qui justifie les guerres faites pour faire tomber les dictateurs. Rousseau, Kant et Hegel nous avaient prévenus. La sortie du despotisme, le passage à la lumière, ne peut se faire que par la violence, par la révolution et la terreur. Alors, la France, l'Europe et la Russie partagent-elles les mêmes valeurs? Oui et non, répondrai-je. Oui, parce que la sortie de l'ère soviétique a amené la Russie à adhérer aux valeurs de la démocratie. Cette adhésion vaut adhésion à toutes les valeurs de la démocratie. Liberté, égalité, respect des lois et des personnes. Nous n'avons aucune raison objective de douter de la sincérité de cette adhésion. Mais si j'osais, je poserais la question. La Russie a-t-elle bien mesuré, a-t-elle compris que le système démocratique
est inséparable de cette métaphysique évolutionniste, matérialiste, panthéiste, qui constitue sa cohérence même. Qu'il me soit permis d'en douter. Quand je lis les ouvrages du père Tikhon, le supérieur du monastère Sretansky de Moscou, qui raconte le formidable retour de la religion en Russie, quand j'entends le président Poutine appeler la Douma le 5 octobre dernier à accomplir le droit suprême historique de la Russie à être un pays fort, je ne peux m'empêcher de constater qu'après la douloureuse ère soviétique, la Russie s'est engagée dans la recherche de ses racines et de son identité historique. Les peuples occidentaux ne s'y sont pas trompés. La popularité exceptionnelle de Poutine dans de nombreux pays, et notamment en France, marque leur admiration d'un chef fort qui défend l'identité de son peuple, alors même qu'il constate que la leur est peu à peu gommée par la démocratie. La Russie devra donc choisir. Soit elle se fond dans le grand creuset démocratique, accepte le brassage universel et se soumet au nouvel ordre mondial. Soit elle s'efforce de maintenir une identité propre à contre-courant de ce qui reste des nations européennes. Ce choix sera particulièrement difficile. Je vous remercie.